Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Security Book. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Swift, un livre qui est sorti en décembre 2024 aux éditions de la Dame Blanche et écrit par Héloïse Benamou. Bonjour Héloïse. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Héloïse, je rappelle que vous êtes économiste, essayiste, vous êtes experte en souveraineté monétaire et également en sécurité économique. Vous avez souhaité rédiger ce livre, l'affaire Swift, qui révèle en fait comment un réseau technique de messagerie interbancaire est devenu quelque part un outil d'influence géopolitique. Qu'est-ce qui vous a poussé à la fois à enquêter et à rédiger ce livre ? J'ai décidé d'écrire ce livre à la suite du premier livre que j'avais eu l'occasion d'écrire, qui s'intitule Kleptocratie française, dans lequel j'avais étudié la façon dont le système de sécurité sociale particulièrement était exposé au marché financier, ce qui est assez peu connu en réalité, et la manière dont c'est géré donc avec le système bancaire. Et dans ce cadre-là, j'avais été amenée à m'interroger sur, ou à enquêter sur ce qui s'était passé à l'époque entre la Société Générale et Jérôme Kerviel. Oui. Et après l'apparition de ce premier livre, j'ai appris que les données de Jérôme Kerviel, donc, qui avaient été placées pour 50 milliards à l'époque, étaient stockées dans des data centers en banlieue parisienne à Tigerie. Et je me suis intéressée à savoir comment l'argent circulait au sein du système, mais aussi comment est-ce qu'il était exploité, comment les données sont collectées dans le cadre de l'intelligence économique. Et ensuite, donc, ça a débouché sur l'affaire Swift et la manière dont les États-Unis utilisent ces données, ce qui s'est passé, puisque Swift est vraiment le nœud central de toutes les opérations mondiales. Et c'est assez intéressant de voir que malgré ce rôle prépondérant, en réalité, le sujet n'avait pas vraiment été analysé. Donc c'est ce qui m'a intéressée pour écrire ce livre. Alors on va revenir et on va détailler justement et un petit peu la genèse, comment c'est apparu. Vous décrivez Swift comme un outil de surveillance globale, mais également aussi finalement quelque part comme une menace plus globale. Pourquoi ? Oui, alors ça dépend des points de vue, ça dépend pour ceux qui utilisent les données, évidemment c'est une opportunité géostratégique. Pour ceux qui ne le font pas, c'est une menace parce que ces données sont utilisées pour surveiller et capter des marchés, avoir accès à des informations privées sur le fonctionnement d'entreprises pour répondre à des appels d'offres, obtenir des contrats parfois stratégiques. Et ça a permis de créer un système de gouvernance. Donc ce qui s'est passé en réalité, c'est que Swift est un réseau de messagerie assez ancien, puisque ça a été créé en 1973. Oui. Mais il y a eu une véritable bascule après les années 2000, et particulièrement après les attentats. Tout a démarré, voilà, c'est ce que j'allais dire, aux attentats du 11 septembre 2001. Vous le décrivez très bien. Est-ce que vous pouvez rappeler justement un petit peu le fil de conducteur, quelque part, comment ça s'est passé ? Bien sûr. Donc Swift, à la fin des années 90, est devenue la plus grande concentration de données bancaires mondiales, puisque l'ensemble des établissements ont adhéré, puisque ça permettait de faciliter les virements transfrontaliers, et ça a largement permis de faciliter la mondialisation et le commerce. Donc les entreprises, les établissements bancaires du monde entier ont adhéré à Swift pour permettre de s'échanger des messages à travers ce tiers de confiance. À partir des années 90, donc dans la même période, les États-Unis ont commencé à se rapprocher de Swift puisqu'ils voulaient utiliser les données pour lutter contre les réseaux illicites ou criminels. Mais vraiment, c'est après les attentats du 11 septembre que l'administration américaine va mettre en place un programme qui, au départ, est resté secret, qui s'intitule le programme Swift, pour surveiller les données bancaires et cartographier, au départ, les réseaux terroristes suite aux attentats, puisque la principale cible après les attentats est Oussama Ben Laden, et qu'il s'agit pour les États-Unis, au prétexte de la sécurité du pays, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des données. Accès aux données pour cartographier les réseaux terroristes et couper les financements, puisqu'on se dit qu'ils ont besoin d'argent pour acheter des armes, financer des pots de vin et tout leur réseau. Alors il y a une première poursuite au départ,
Et puis finalement, la justice belge clôt ces poursuites. Voilà, parce que c'est seulement en 2006, après les révélations du New York Times, que l'affaire éclate, puisque, comme je disais, le programme était resté secret. Et à ce moment-là, ça crée un scandale C'est ça, au sein de l'Union européenne, ouais, puisque SWIFT est situé en en Belgique. Belgique. Et qu'en surveillant les réseaux terroristes, on surveille aussi des millions de citoyens qui ne sont liés ni de près ni de loin à tout cela. Donc ça a créé un énorme scandale en Europe. Ouais. Mais finalement, il y a eu un accord qui a été entériné pour permettre aux États-Unis de continuer à exploiter légalement les données détenues par la coopérative belge. C'est ça, donc dès 2010, on voit que finalement, avec SWIFT 2, je crois, Oui. on a effectivement donné l'autorisation aux Américains d'avoir accès à ces données. Cette logique de sécurité, vous dites que finalement, on bascule peut-être vers une logique de domination, quelque part. Oui, ça s'est fait assez rapidement par la suite, puisque les États-Unis ont mis en place des politiques aussi de sanctions économiques. Donc il y a eu comment dire, un peu cette ambivalence entre ce qui relève de l'objectif sécuritaire et ce qui relève de la guerre économique, puisqu'en surveillant, comme on le disait, eh bien, des réseaux criminels, qu'ils soient terroristes ou autres, on permet aussi d'avoir accès à des données qui concernent des entreprises ou des personnes privées. Donc les Américains qui déjà dans les années 90 avaient commencé une guerre économique à travers des lois extraterritoriales ont vraiment pu, en mettant la main sur SWIFT, avoir une politique mondiale concernant les sanctions et en obligeant aussi les établissements bancaires et financiers à se mettre en conformité avec les objectifs de Washington. Voilà. Et selon vous, les États européens aujourd'hui, est-ce qu'ils disposent ou pas de moyens à la fois techniques et politiques pour sécuriser leurs propres flux? Alors, ce qui a facilité la mainmise des États-Unis sur SWIFT, c'est le fait que les États-Unis ont la main aussi sur Internet et les technologies qui sont liées et qui permettent à SWIFT de fonctionner. Actuellement, au sein de l'Union européenne et dans le monde, c'est un défi à relever puisqu'il va falloir, il va falloir réinventer ce système qui a permis la mondialisation, comme on l'a dit, mais qui arrive aussi à certaines limites puisque comme Internet n'a jamais été neutre, SWIFT ne l'est plus non plus et il sert dans une guerre géostratégique, géopolitique dont il faut avoir conscience. Et on a vu des établissements européens de premier plan comme BNP Paribas être très lourdement sanctionnés avec des amendes records allant jusqu'à 9 milliards de dollars pour avoir violé des embargos décidés par les Américains sur l'Iran ou Cuba, ce qui les expose parce que les établissements étrangers, européens ou autres, ont besoin d'avoir accès aux chambres de compensation américaines pour d'autres types d'opérations. Donc cette hégémonie du dollar participe à ce système global. Voilà. Et alors, si on regarde le côté innovation, puisque c'était une innovation dans les années 70, hein, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a bien d'autres innovations qui sont mises en place. Comment est-ce qu'on peut éviter que ces techniques, on pense à l'IA, on pense à tout ce qui est dans le cloud ou autre, comment est-ce qu'on peut éviter qu'elles ne deviennent des leviers d'ingérence ? Alors des outils de ce type, surtout qui ont un impact mondial, sont très convoités. Je pense que ça sera inévitable. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être dans un environnement où les données soient sécurisées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ce qui est un défi à relever, on voit qu'il y a en réaction à cette hégémonie américaine des pays dits non alignés qui essayent de trouver des alternatives, que ce soit au dollar, au réseau, en créant de nouveaux systèmes bancaires et financiers, mais que pour l'instant, effectivement, la limite est technologique. À partir de la fin des années 2000, 2010, les Russes ont commencé à mettre en place une messagerie alternative qui s'appelle le SPFS, C'est ça. mais qui reste quand même très largement dépendante des technologies américaines.
Donc à ce stade, c'est difficile de dire qu'un réseau est souverain s'il utilise des technologies américaines, puisque dès qu'on utilise un serveur ou un logiciel qui soit américain, le droit américain est susceptible de s'appliquer, sans parler des outils de surveillance qui permettent de collecter les données. Alors justement, Héloïse, on y vient. Est-ce qu'il faut, selon vous, repenser comment arriver à la notion d'innovation souveraine quelque part? Bien, je crois que dans les années à venir, le choix du chef sera très important. Et il y a eu en France de grandes révolutions. D'ailleurs, ça a été le cas au début des années 70. Je pense que lorsqu'il y a eu une volonté politique de souveraineté et qu'on a décidé de mettre en place des projets pour avoir une autonomie, notamment dans les domaines informatiques et les technologies de réseau, il y a de grandes choses qui ont émergé. Donc c'est un sujet que j'explique dans le livre, puisque en 1973, c'est un Français qui a inventé le datagramme, l'invention qui a permis à Internet de voir le jour. Et c'est arrivé sous l'impulsion de programmes de grande envergure qui avaient été décidés par le général de Gaulle. Et ça s'est fait assez rapidement et avec peu de moyens, parce qu'on voit aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de budget de 500 milliards de dollars, avec des technologies de pointe, etc. Je crois qu'on peut faire les choses aussi autrement, mais qu'il faut une véritable volonté politique. C'est pour ça que, comme je disais, je crois que le choix du chef sera très important dans les années à venir. Alors, quelque part, est-ce qu'on peut dire, Héloïse, finalement, que les évolutions et les innovations techniques, technologiques, parfois amènent à une implication politique, vous le dites, hein, quelque part, et comment est-ce que finalement le renforcement du dialogue, de la coopération publique-privée pourrait permettre de mieux sécuriser certaines choses, et notamment systèmes critiques? Oui, tout à fait, parce que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est venu d'une volonté politique, d'une vision à long terme et d'un partenariat entre le privé, le public et les agences du renseignement qui participent tous ensemble à une vision à long terme de ce que de ce que peut être en tout cas les États-Unis. Avec une ambition, évidemment, qui est parfaitement intégrée, c'est-à-dire que les leviers ont été activés, l'Europe pourrait le faire, puisque les systèmes existent actuellement. L'Europe aurait pu utiliser les données de SWIFT pour, elle aussi, faire de l'intelligence économique ou défendre sa souveraineté, défendre son industrie. Mais sans volonté politique, les leviers même existants ne sont pas actionnés. Voilà. Donc en réaction, on voit des pays comme la Chine qui ont aussi des ambitions de puissance, de plus en plus, qui essayent de s'émanciper de l'hégémonie américaine avec une volonté affirmée, justement une vision à long terme, à 15 ans, à 30 ans, de ce que pourrait être la Chine et de déterminer des objectifs stratégiques que le pouvoir doit servir et les entreprises privées. Voilà, ça se fait de manière totalement coordonnée. Alors la coopération, effectivement, on la voit, est essentielle. Vous parlez de puissance, hein, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine, vous avez parlé de la Russie. Est-ce que vous auriez quand même quelques exemples à nous donner de bonne coopération collaborative, une bonne gouvernance collaborative en Europe, aussi bien dans la gestion de la cybersécurité, on en parle de plus en plus, ou de données sensibles? Bien, on voit que il y a le verre est dans le fruit, pour ainsi dire, avec la cybersécurité, puisque de toute façon, Internet ne peut pas être sécurisé. Donc on est toujours en train de combler les brèches. Et on dépense beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Il y a des cellules qui sont créées spécialement pour ça. Mais je crois que ce qui manque aussi, c'est le fait de pouvoir penser en dehors du système actuel. Puisqu'Internet s'est développé très vite à la fin des années 90, mais peut-être qu'il faut considérer ses limites pour envisager aussi un autre système, d'autres réseaux. On parle quand même assez, on voit que la pensée qui est en train d'émerger, c'est celle d'une fragmentation des réseaux. On parle de splinternet, donc une balkanisation des réseaux de communication,
qui pourra être impulsée par des pouvoirs politiques ou peut-être aussi par des agents économiques de premier plan, qui pourraient être américains ou chinois, et qui auraient les moyens financiers et techniques de les mettre en œuvre. Et je crois que cette fragmentation pourra s'accompagner d'une démondialisation. C'est plutôt à ça, je crois, qu'il faut véritablement réfléchir actuellement. Donc finalement, quelque part, comment est-ce qu'on peut encourager une culture partagée de vigilance? En informant, je crois. Comme aujourd'hui. En informant sur ces sujets qui ne sont pas tellement débattus dans l'espace public. D'ailleurs, je découvre que tout le monde utilise Swift, mais personne ne sait vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne et comment est-ce que ça peut être utilisé. De pouvoir s'informer et lire ce livre. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je crois que c'est une première étape. Et puis après, que ça puisse déclencher une volonté politique d'actionner des leviers et un programme de grande ampleur pour les années à venir. Alors on parle de Swift, on a évoqué d'autres domaines. Selon vous, quelles sont les prochaines batailles invisibles autour de cette souveraineté numérique et financière? Alors ça se joue sur le plan politique. On voit qu'il y a des affrontements entre certains blocs, entre certains pays, des espaces entre régions, de nouvelles alliances qui se créent. Ça amène des tensions aussi sur le plan militaire, parce que dans le cas où on a parlé de la Russie, ce sont les sanctions économiques qui ont poussé à l'escalade sur le plan militaire, et notamment à travers l'usage de SWIFT. Donc ça, je le décris dans le livre. Donc ces jeux-là sont en train de se mettre en œuvre. Et puis il y a aussi des guerres secrètes qui se jouent au sein des infrastructures des réseaux. Donc ça va être les câbles, la surveillance des données, le pillage, le sabotage, qui sont des techniques auxquelles on va de plus en plus être confrontés. Et le président de la Réserve fédérale a lui-même dit que ce qu'il craignait plus actuellement qu'une crise financière, ce serait effectivement des actes de sabotage qui paralyseraient le système bancaire et financier. Alors pour conclure, Héloïse, si on devait tirer une grande leçon de cette affaire, de l'affaire Swift, quelle serait-elle à la fois pour les politiques, les dirigeants et le citoyen? Eh bien, qu'il faut avoir conscience de ce qui est en train de se jouer actuellement pour avoir une bonne grille de lecture. Et je crois que les enjeux sont très importants et que la France a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer dans ces nouvelles configurations, et il faut saisir l'opportunité, oui, parce qu'il y a des leviers à actionner et une vision à avoir pour les années à venir. Voilà. Merci beaucoup Héloïse. Alors je rappelle l'affaire Swift qui est toujours, c'est pas en rupture de stock. Non, pas du tout. Voilà, donc surtout lisez-le, ça nous apprend beaucoup, ça nous permet d'être mieux informés puisque comme vous le dites, tout le monde, enfin une grande partie, une majeure partie aujourd'hui des entreprises utilisent en fait Swift, et je pense qu'on aura le plaisir de vous accueillir de nouveau sur le plateau parce que c'est un sujet essentiel, notamment sur la souveraineté. Merci beaucoup Héloïse. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Anous Sécurité et à très vite pour une nouvelle émission Security Book.